Je suis obligée de faire la maîtresse d'école, c'est horrible. S'il vous plaît, rejoignez vos sièges pour qu'on continue en n'étant pas trop en retard. J'appelle les modérateurs de cette dernière session à venir. Comment ? Tu me perturbes. J'ai l'impression que c'est le but. J'appelle les modérateurs à rejoindre la table de modération. Donc Gaëtan Macgrogan, Institut Bergonié, qui est là. Docteur Weber La France, CHU de Guadeloupe, et Docteur Aude Aline Fardin de Cerbapat, Martinique. Ah, il est en distanciel. Je ne sais pas si on a Monsieur La France. Non, pas là. Et il n'est pas en distanciel non plus. D'accord. Écoutez, on va fonctionner avec deux modérateurs, c'est très bien. Pour cette session qui s'intitule « L'innovation en Outre-mer, un enjeu majeur ». Mais avant ça, Teanini Temataotoa a une petite surprise. Je la laisse lui vous expliquer. Très rapidement, sans perturber l'organisation, je vais juste vous donner un t-shirt de l'Institut du cancer pour Movember, pour la sensibilisation au cancer de la prostate, dont on a beaucoup parlé hier, ça tombe bien, et des neuroses à fleurs. Donc voilà, si possible, à la fin de la journée, si on peut tous porter le t-shirt bleu et faire une photo. Voilà, merci beaucoup. Bon, mais bonjour tout le monde. Donc on va terminer donc ce séminaire qui a été très intéressant et très suivi sur les enjeux de la cancérologie en Outre-mer. Et donc on va parler dans cette dernière session sur l'innovation en Outre-mer, un enjeu majeur. Et je vais demander au docteur Mohamed Ketab du CHU de La Réunion de venir nous parler de la recherche et des innovations entre progrès et accessibilité. Bonjour, merci de cette invitation. Tout a été dit déjà. Je pense que je vais enfoncer des portes ouvertes, mais je pense qu'il faut mettre les mots sur nos difficultés et nos expériences, nos richesses au sein de nos belles îles. J'attends les diapos qui vont arriver, je pense. Alors, je vais vous parler de l'innovation en oncologie, mais surtout sur le plan d'accessibilité et quelles sont les opportunités, surtout les risques avec ce progrès en oncologie. Innovation, tout simplement améliorer toute action qui peut améliorer la situation d'un patient et de ses aidants. C'est aussi un changement dans le processus de la pensée, c'est d'identifier un besoin et le bien identifier, savoir répondre à ce besoin de la meilleure façon et aussi avec les contraintes médico-économiques qu'on connaît. Et ça se distingue d'une invention par le caractère applicatif. Je ne vais pas vous détailler ce beau schéma biologique, mais juste pour vous dire qu'on connaît beaucoup mieux actuellement le cancer sur le plan biologique.
tant mieux. On arrive à répondre avec des actions de diagnostic précis et de thérapeutique, ainsi que pronostic. Il faut savoir qu'en des dernières années, on a une augmentation en termes de substances actives, une nouvelle substance. En 10 ans, on multiplie x4 ces substances. Et aussi, chaque ligne thérapeutique est plus longue par rapport à avant grâce à ce progrès. Le schéma, vous le connaissez très bien. On a commencé début 2010 avec la découverte de l'immunothérapie, notamment dans le mélanome. Et aujourd'hui, on a une multitude de molécules, notamment en immunothérapie, mais ce qui aussi dit aussi une soutenabilité financière qui serait questionnable. Pourquoi une difficulté financière? Et ça, vous le connaissez très bien. Une molécule qui va être mise sur le marché, c'est à peu près 1 milliard, voire 1,5 milliard de développement et recherche, ce qui justifie en partie, et pas totalement, les prix ou le coût financier de ces innovations. Accès à ces innovations, aux thérapies nouvelles, ça passe par des autorisations, que ce soit aux États-Unis par la FDA ou en Europe, EMA. En Europe, c'est encore plus compliqué. Il faut que ça se passe par l'Europe, puis dans chaque pays, il faudrait qu'il y ait une autorisation spécifique, notamment le remboursement. On a de la chance en France d'avoir un accès plus précoce. Jadis, c'était les ATU. Aujourd'hui, l'accès précoce qui peut nous permettre d'accéder à des molécules de façon plus rapide en attendant les négociations administratives, notamment concernant les prix et remboursements. Mais malgré tout, si on voit, je reste sur les thérapies classiques, pas innovantes, on voit qu'il y a un gradient, une corrélation entre les revenus d'un pays et l'accessibilité, le coût et la disponibilité. On voit très bien que les pays qui ont des revenus moyens et faibles ont plutôt une accessibilité et une disponibilité plus compliquées et un coût qui est plus important et parfois supporté par les patients et leurs familles. L'accessibilité pour les thérapies, pour passer vite, innovantes, il y a une disparité et encore une fois, les pays à revenus moyens et faibles sont aujourd'hui pénalisés par ce coût. Pourquoi c'est important? Parce que plus on a de l'innovation, plus on a un progrès, plus ça se complexifie. On est très content pour les patients. Les patients ils sont heureux parce que la survie va augmenter avec des guérisons aussi de leur maladie, mais aussi une inquiétude qui peut être justifiée, c'est l'accessibilité au niveau mondial. Il faut savoir que très peu de pays aujourd'hui bénéficient de ces innovations. C'est le monde occidental qui en bénéficie le plus. Parce que c'est trop cher, soutenabilité financière, et parce que ça nécessite des équipements lourds pour un diagnostic précis, notamment tout ce qui est séquençage. Alors, je passe aussi rapidement. Pardon, là, excusez-moi. Une autre innovation importante, c'est l'accès aux essais thérapeutiques. Et ça, c'est la difficulté, effectivement, au niveau mondial, mais la difficulté, pour revenir à notre séminaire, au sein de nos îles outre-mer, c'est on a très peu d'essais thérapeutiques ouverts en outre-mer. On peut faire beaucoup mieux, mais aussi on a très peu de patients inclus dans ces essais, ce qui pose question sur la représentativité au sein de ces essais. Ça veut dire prendre en compte les spécificités locaux-régionales de nos patients, de la maladie, du malade et son environnement. Pourquoi c'est important? Et je vais mettre un focus sur les essais de phase précoce. Avant, dans le design de ces essais, on parlait de safety et trouver la dose maximale tolérée. Mais aussi, ce qui était intéressant, sur un papier Nature 2019, il dit que tous les essais confondus, on a une réponse objective d'à peu près 30%. Peu importe l'essai, rien qu'être inclus dans un essai, on améliore la survie parce que, vous savez, les suivis protocolaires peuvent apporter une meilleure qualité de vie et surtout une survie meilleure. Je vous invite de voir notre poster qui illustre ce qu'on vient de dire. Et merci à Benoît Aligné qui a proposé ce travail et qui illustre effectivement le peu d'essais thérapeutiques ouverts en Outre-mer et surtout cette représentativité qui reste à améliorer. Un
papier intéressant publié en août 2023 de l'étude Egalican 2 par Charton et son équipe, publiée à l'ESMO Open, et ça reste en France hexagonale. Quels sont les facteurs potentiels pour l'inclusion d'un patient dans un essai thérapeutique précoce? 2 facteurs importants. Premier facteur, je pense que c'est indiscutable, c'est la proximité d'un centre d'expertise. Et aussi les facteurs géographiques qui ressortent et qui sont des facteurs importants. Quand on habite très loin d'un métropole avec des centres d'accès qui offrent les essais thérapeutiques précoces, on est pénalisé, parce qu'on ne va pas y penser et surtout c'est compliqué de s'y rendre. On parle des Outre-mer, mais c'est l'Europe Outre-mer, et ça peut-être parfois on oublie. Il y a 9 Outre-mer en Europe, il y a près de 5 millions d'habitants européens hors Europe géographique. Maintenant, parlons de l'accessibilité. Effectivement, il y a l'accessibilité qui nous questionne. Insularité, géographie, situation socio-culturelle et économique, expertise médicale, formation, information des patients et les coûts surtout, parce qu'on le sait, entre Paris et La Réunion, il y a un surcoût et qui est parfois non assumé. Voilà notre réalité en tant que médecin. On va à l'ASCO, je donne un exemple comme ça peut être l'ESMO pour parler de l'Europe, et on est très contents, on est très nombreux, et on va avoir des applaudissements extraordinaires parce qu'on découvre des choses sympas. Par contre, quand on retourne dans notre hôpital, difficulté, c'est que tout ce qu'on a entendu qui est disponible sur Internet, ça il faut le savoir, et les patients ils vont le savoir, et tant mieux, le champ du possible va se restreindre. Et on va proposer que ce que le patient peut avoir dans son centre avec les moyens qu'on a. Clinique du patient, ça c'est normal, le coût, la disponibilité de cette innovation, qui est probablement disponible aux États-Unis, mais pas du tout en Europe, et aussi l'expertise. Est-ce que tous les médecins sont informés? D'où l'idée d'avoir des plateformes qui aident les médecins à interroger ces plateformes pour proposer aux patients des essais. Mais on va proposer des essais. Mais le patient accepte-t-il ces essais pour aller à Lyon, à Paris, à Bordeaux, même si c'est beau, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il serait très loin de chez lui, de sa famille. C'est très loin aussi de son travail, il va arrêter. Un essai thérapeutique, c'est plusieurs mois, voire années, si tout va bien. Du coup, 2 minutes. Ça va mieux et ça va mal, parce qu'il est loin de sa famille. Je vais prendre un peu plus de minutes, parce que Dr Franck Apine, qui parlera de la pathologie digitale, il annule malheureusement, et il est souffrant. Voilà, juste pour lui dire 3 minutes pour son topo, tout simplement, si vous acceptez. C'est bon? Très bien, merci. Alors, parlons de La Réunion. La Réunion, va dire une population magnifique et sympa, il faut le dire, qui est composée de plusieurs migrations. Du coup, c'est la spécificité en fait, ethnique, si on peut le dire, socio-anthropologique, peut-être pour mieux dire, qui devrait être prise en compte dans la recherche, identification des spécificités. Peut-être 2 chiffres, on est à près de 900 000 habitants, taux de pauvreté qui dépasse 36%, et surtout le taux d'illettrisme. On a 21% d'illettrés, malheureusement, toujours à La Réunion, et c'est un axe d'amélioration pour la santé en général. Pour la pathologie digitale, et j'excuse Dr Apine, malheureusement, qui ne peut pas être là et qui ne peut pas présenter les souffrants. Un exemple très simple et quelques réponses. Un délai moyen pour demander une relecture et aussi des relectures réglementaires, c'est de 36 jours. 36 jours, c'est 11 jours d'envoi, 11 jours de relecture, et le reste, c'est pour recevoir le compte-rendu. La réponse, c'est de la pathologie digitale. Ça, on estime qu'il n'y aura que le temps de relecture, le temps de transport est éliminé. Et aussi, pas que, c'est que les pathologistes, ils vont discuter entre eux, et ils vont augmenter leur expertise et ils vont participer à l'autonomie sanitaire, ce qui est l'objectif majeur. Quelques examens de débrouillage, mais je vais passer peut-être rapidement. C'est un appareil qui va nous aider à aller encore plus vite pour déterminer quelques mutations pour proposer des thérapeutiques.
L'accès à la médecine de précision, Prism Portal porté par Gustave Roussy, c'est de détecter l'ADN tumoral et avoir une analyse large, génomique. Et ce qui est intéressant, bon, ce n'est pas ouvert à tous les patients, que ce soit métastatique et sans traitement au préalable. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un délai de 2 semaines pour avoir un profil moléculaire complet et une RCP moléculaire qui permettra effectivement d'améliorer la suite pour le patient. Rappelons que la stratégie décennale, c'est aussi s'assurer que le progrès bénéficie à tous. C'est important. Et puis pour terminer, partons de l'égalité, on est passé par l'équité, ce qui est très sympa, mais peut-être c'est l'inclusion qui est importante demain dans toutes nos actions et nos politiques. Et ne pas oublier l'Europe d'outre-mer dans nos décisions et de nos stratégies politiques. Je vous remercie. Les questions donc, sont posées à la fin de la session. Donc maintenant, on va inviter le docteur Marius Popp, qui va parler de la mise en place de la curithérapie en Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Comment est-ce que ça fonctionne, ce truc-là? Ça, c'est le pointeur. OK. Merci. Donc, je remercie à tous ceux qui ont participé à l'organisation du séminaire de m'avoir invité, de donner l'occasion de vous parler. Alors, comment est-ce qu'on fait ici? Non. Ah, ici. Je vais vous parler de l'intérêt de l'introduction de la curithérapie, comment nous l'avons faite et les problèmes que nous avons actuellement. Alors, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle en Calédonie le Medipôle, c'est le CHT, cette structure, c'est tous ces bâtiments-là, c'est le CHT avec toutes les spécialités incluses. Et tout petit bâtiment ici, c'est le centre de radiothérapie de la Nouvelle-Calédonie. C'est un centre qui est privé. Donc, jusqu'en octobre 2016, les patients étaient évasonnés pour les besoins de radiothérapie et curithérapie, majoritairement vers le Sydney et aussi vers la France. Quand le centre a ouvert, première patiente a été traitée en octobre 2016. Le centre avait 2 cliniques, qu'on les appelait mère et terre, un scanner dédié, 2 médecins, 2 physiciens, un dosimétriste, 7 mères, une secrétaire médicale, une secrétaire de direction et le directeur. Quand je suis arrivé, j'ai constaté par surprise qu'un des physiciens, c'était un ancien collègue avec qui j'avais travaillé en Martinique et qui était formé en curithérapie et il est habilité de faire de la curithérapie. Il y a une variation de 440 jusqu'à 520 patients traités par an par radiothérapie pour un total d'à peu près 280 000 habitants. Moi, je suis arrivé, j'ai débuté mon activité le 3 mars 2018 et depuis que je suis arrivé, comme je m'intéresse beaucoup à la curithérapie, j'ai dit qu'il faut que je fasse une estimation du besoin et j'ai commencé par la curithérapie gynécologique que j'ai considéré le plus simple à mettre en place, le plus urgent et le plus important et bénéfique pour les patientes. J'ai fait une estimation d'à peu près 20 patients par an dans les cancers de l'endomètre et 12 patients par an dans les cancers du col de l'utérus. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec la curithérapie, il faut savoir que pour les cancers de l'endomètre, il s'agit de 2 situations. Une situation quand tu fais un complément de dose après une radiothérapie externe ou quand tu fais seulement une curithérapie après une chirurgie. Mais ce type de curithérapie, tu n'as pas besoin d'avoir un bloc opératoire, tu n'as pas besoin d'avoir une anesthésie. On peut le faire avec les moyens du bord. Donc,
les dirigeants, la direction a écouté ce que je les avais dit. En fin 2018, on a fait notre contrat d'acquisition du matériel. En début 2019, on a fait l'installation du projecteur de logiciel. En juillet 2019, on a eu la visite de l'ASN à la demande de la DAS. Et 5 août 2019, on a eu l'autorisation de fonctionnement, autorisation qui a été libérée pour une durée de 3 ans. Ces types d'autorisations sont libérés toujours par la DAS. Donc, a été jusqu'en 2020. Et on a réussi tout de suite faire notre première patiente, curie-thérapie indiquée dans les cancers de l'endomètre, fond vaginal, ce qu'on appelle. Entre 2019 et 2023, on a eu 76 patientes, donc une moyenne de 19 par an, donc mon estimation était correcte. 55 après radiothérapie et 45% après chirurgie. Et puis, ça s'est arrivé l'année 2020, une catastrophe. Une catastrophe parce que c'était le Covid, c'était le décès de notre directeur et on n'avait pas la possibilité de le remplacer rapidement avec quelqu'un qui connaissait les problèmes locaux. Et finalement, un seul médecin qui était de manière permanente sur le territoire, c'est-à-dire moi. Et c'est comme ça que je suis arrivé chef du service de radiothérapie, sans avoir des qualités et des atouts exceptionnels, sauf que j'étais le seul médecin sur place. Et avec tout ça, je ne pouvais pas trouver des remplaçants assez rapidement. Pas non plus de dire que je peux fidéliser quelqu'un. Et donc, j'avais des longues périodes quand j'étais tout seul sur le territoire. Donc, le développement du projet de curie-thérapie a été stoppé. Et heureusement, tous ces problèmes ont commencé à se dissiper. Et en juillet 2021, j'ai réussi à reprendre le projet. Et donc, je voulais continuer avec curie-thérapie gynécologique pour les cancers du col de l'utérus. S'il y avait des problèmes, parce que nous, on est un tout petit centre, on n'a pas de bloc, on n'a pas de possibilité d'héberger le personnel, on n'a pas de personnel formé. Et comme nous sommes juste à côté du CHT, on a bien sûr fait appel à eux et ils nous ont écoutés. Et on a eu à peu près 23 réunions entre le centre et le personnel impliqué du CHT, avec tous les services impliqués, service d'anesthésie, infirmière du bloc, service stérilisation, infirmière de salle, service radiologie, informatique, direction, CME. Et finalement, on a écrit tous les protocoles nécessaires, on les a expliqués, détaillés à tous les intervenants. Et en mai 2022, on a signé une convention entre le CHT et le CRNC. J'ai fait la première curie-thérapie interstitielle utérovaginale le 27 juin 2022. En 2022, j'ai eu que 2 patientes depuis l'ouverture. Par contre, en 2023, on a une pluie des cancers du col de l'utérus et jusqu'à la fin de l'année, on va cumuler 20 patientes au-delà de mon estimation initiale qui était de 12 patients par an. Et les problèmes actuels que nous avons sur le maintien de cette activité sont des problèmes administratifs et logistiques. Je vais m'appuyer un peu sur les problèmes administratifs. En 2022, le personnel de la DAS, oui, j'ai besoin d'un seul. Le personnel de la DAS qui nous accordait les autorisations est parti à la retraite. Même situation, non correspondante de variants est parti à la retraite et on se trouve actuellement dans une situation qu'on a des autorisations seulement 1 an après 1 an, seulement pour 1 an. Et on a une liaison assez difficile entre la DAS et Variant parce qu'ils sont du personnel qui ne comprend pas très bien les problèmes qui existaient et comment est-ce qu'ils peuvent les résoudre. Et donc nous, actuellement, on est plutôt en une situation difficile qu'on ne peut pas développer plus cette activité. Et si à un moment donné, la DAS nous dit qu'il ne donne plus cette autorisation, la DAS dit qu'elle n'a pas les compétences nécessaires pour nous donner cette autorisation et demande l'avis de l'ASN. Mais l'ASN
Ce qu'il dit, c'est que nous, on est hors juridiction. Donc, on est hors juridiction, donc l'ASN n'a aucune obligation de venir nous donner cette autorisation. Et donc, c'est un peu un match de ping-pong. Et nous, on est tout au milieu. Voilà. Je n'ai pas insisté sur les problèmes logistiques. Donc, on est actuellement dans cette situation. Merci. Maintenant, on va accueillir le professeur Karim Fa pour nous faire une présentation sur l'Institut caribéen d'imagerie nucléaire. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour les organisateurs pour cette initiative qui nous permet de se retrouver ici à Paris. Je viens vous parler aujourd'hui de l'Institut caribéen d'imagerie nucléaire, un grand centre d'imagerie qui, grâce à la volonté de beaucoup d'acteurs sur le terrain, va enfin ouvrir ses portes. Voilà, c'est ce bâtiment rouge pour ceux qui connaissent le CHU de Martinique. Donc, c'est une plateforme d'imagerie qui est dotée d'équipements de dernière génération, qui est née d'un développement du service de médecine nucléaire, qui était le dernier en France. Et son rapprochement du service de radiologie, alors je prends le mot rapprochement avec beaucoup de précautions parce qu'en France, la spécialité de radiologie et des médecines nucléaires sont séparées, contrairement à beaucoup de pays dans le monde comme aux États-Unis, en Angleterre ou en Allemagne où c'est une même spécialité. Donc on a essayé d'avoir un parcours plus performant et de rapprocher, notamment pour la cancérologie, l'imagerie radiologique et l'imagerie nucléaire. Nous avons créé donc plusieurs services dans cet institut, dont le plus grand est le service d'imagerie oncologie qui a pour vocation de regrouper toute l'imagerie oncologique sur un seul plateau technique. Pour lister rapidement les équipements dont dispose cet institut, c'est d'abord un cyclotron 18 MeV, un cyclotron qui est de taille industrielle, qui a la capacité de produire une grande quantité de traceurs, une grande variété de traceurs. Un TEP IRM, 2 TEP scans dans un grand champ, 2 gamma caméras pour la cardiologie, une gamma caméra hybride, 2 échographes qui ont la possibilité d'avoir la triple fusion IRM, TEP et échographie, des automates de biologie, comme ça les patients n'ont pas besoin d'aller dans un laboratoire de ville réaliser une prise de sang pour la fonction rénale, on le fait directement dans le service, et quelques surprises avec des partenariats industriels, notamment pour le développement et la recherche. Voilà, ici en haut à gauche, vous avez le cyclotron qui a été choisi par la Martinique, qui est installé, le TEP grand champ, le TEP classique moyen champ et le TEP IRM. Depuis que je suis arrivé en Martinique en 2015, je n'entends qu'une chose, c'est le parcours d'imagerie pour le patient oncologique et le parcours du combattant, et il y a un problème de délai de rendez-vous. Pour vous donner un exemple, c'est une moyenne de 3 mois pour obtenir un bilan d'extension pour un cancer du sein ou un cancer prostatique. Une moyenne de 3 mois, c'est beaucoup trop. Et notamment, je suis désolé. Voilà, on essaye avec cet institut de développer un parcours fluide, rapide et efficient pour justement éviter ce délai important. Le cyclotron qui était donc longuement, il y avait une grosse controverse. Est-ce qu'on le met en Martinique, est-ce qu'on le met en Guadeloupe, est-ce qu'on met 3 petits dans les 3 départements, etc. Maintenant, le cyclotron de Martinique est installé. Ce qui est très intéressant, non seulement c'est sa capacité de production, mais sa modalité de fonctionnement, puisque c'est le seul cyclotron de cette taille à fonctionner en PUI, c'est-à-dire ce sont nos radiopharmaciens, nos techniciens du CHU qui vont produire les traceurs, et c'est vraiment une première en France.
Dans les autres services français, les services de médecine nucléaire vont acheter les traceurs à un laboratoire pharmaceutique et dépendent complètement, bien sûr, du marché, à la fois le prix du marché, mais aussi la disponibilité des traceurs. Avec un cyclotron de ce type de fonctionnement, nous avons une autonomie de production des différents traceurs. Le TEP grand champ, son intérêt, pas seulement la vitesse d'acquisition, mais c'est aussi sa sensibilité. Il est 10 à 40 fois plus sensible qu'un TEP classique, ce qui nous permet d'avoir une performance plus grande pour l'imagerie, notamment des cancers. Et je signale aussi que le premier TEP scan grand champ a été installé à La Réunion. Il a ouvert il n'y a pas longtemps, je crois, hier. Voilà. Ce qui permet donc de faire des acquisitions environ de 2-3 minutes, contrairement à 10-15 minutes d'un TEP scan classique. Le TEP IRM, c'est une IRM 3 Tesla dans laquelle il y a un anneau de détection TEP à l'intérieur. C'est le 6e en France qui est installé en Martinique, qui permet des acquisitions simultanées, donc avec une grande performance de fusion d'images entre l'IRM et le TEP. Si le patient bouge sa tête de 3 mm, l'image IRM va bouger de 3 mm, mais aussi l'image TEP va bouger de 3 mm. On remplacera l'IRM dans les indications d'IRM et d'indications de TEP, ce qui permet de raccourcir le délai de rendez-vous pour les patients. C'est vraiment un puissant outil d'imagerie anatomique et fonctionnelle qui est à disposition des patients aujourd'hui. Les études montrent bien qu'une acquisition TEP-IRM simultanée est plus performante qu'une acquisition séparée de TEP et d'IRM, tout simplement parce qu'on va regarder deux informations différentes et c'est l'un plus l'autre et non pas l'un contre l'autre, donc forcément c'est plus performant. Ce qui est vraiment un atout et ce qui est vraiment une avancée dans le parcours patient, ce n'est pas seulement les équipements, c'est leur modalité de fonctionnement. Ces modalités de fonctionnement hybrides. Les industriels ont mis les meilleurs TEP dans les meilleurs scanners et les meilleurs IRM dans les meilleurs TEP. Du coup, quand le patient rentre dans un TEP scanner, c'est deux examens qu'il fait en même temps. Et il faut arrêter de sortir le patient du TEP scanner, le remettre dans un scanner pour réaliser un scanner TAP. On va réaliser les deux en même temps. Et on va profiter de la proximité de la TEP IRM qui est dans la salle en face pour réaliser aussi la TEP IRM, profitant de l'injection du traceur. Donc déjà, le patient est déjà radioactif avec son PSMA ou son FDG. Il va faire son TEP scanner et son scanner TAP pour le bilan d'extension à distance. Il va rentrer ensuite dans la TEP IRM pour faire son bilan loco-régional. Et ainsi, nous avons en une demi-heure l'IRM, le TEP et le scanner, ce qui permet de réduire drastiquement les délais de rendez-vous. On a 3 rendez-vous en un et aussi simplifier le parcours du patient. Ici, c'est le parcours du cancer de la prostate du patient martiniquais en 2019. Vous allez voir, c'est vraiment le parcours du combattant. Le patient doit appeler un centre de radiologie pour chercher un rendez-vous de scanner thorax-abdomen-pelvis, doit aller dans un laboratoire de biologie pour faire sa fonction rénale, doit aller à la pharmacie pour acheter son iode, ensuite doit appeler un autre centre pour avoir un rendez-vous d'IRM pelvienne, aller à la pharmacie chercher son gadolinium, après appeler un troisième centre pour un rendez-vous de scintigraphie. La scintigraphie vient automatiquement avec un scanner, c'est le deuxième scanner qui réalise pour rien. Il va faire des biopsies guidées par l'IRM. Attention, si le délai n'est pas trop important, sinon les biopsies sont réalisées malheureusement à l'aveugle. 3 comptes rendus différents à la RCP. Si le patient est prêt à réaliser son rendez-vous, son traitement, si le traitement est la radiothérapie, il va avoir un autre scanner de centrage de radiothérapie. Si ce n'est pas suffisant, il doit aller en Guadeloupe faire son TEP colline. Évidemment, on est obligé de passer par la TEP colline avant le TEP PSMA, même si on sait que le PSMA est beaucoup mieux, mais la TEP colline coûte moins cher. Donc on passe par la TEP colline. Si ce n'est pas suffisant, le patient doit aller dans l'Hexagone pour réaliser sa TEP PSMA. Ce parcours-là est vraiment le parcours du combattant. Et souvent, une fois qu'on est arrivé au TEP PSMA, le premier scanner date de trop loin, ou le premier IRM date de trop loin, il va falloir tout recommencer. Le parcours
qu'on va proposer en janvier 2004, c'est le suivant. Donc, je prends l'exemple du cancer de la prostate qui est le premier en Martinique, mais on peut avoir une déclinaison pour les autres cancers. TEP-PSMA directement, on n'est pas limité par le tarif, ça coûte la même chose de réaliser une TEP-PSMA qu'une TEP-choline puisqu'on le produit sur place. Scanner TAP, éventuellement en position radiothérapie puisque nous avons les lasers, la table carbone et les contentions nécessaires pour réaliser un scanner en position radiothérapie, voire un centrage de radiothérapie sur le scanner du TEP. Le patient rentre dans le TEP-IRM, il y a un seul compte-rendu qui est réalisé, qui regroupe les 3 examens et le patient peut réaliser son traitement aussitôt. Nous avons aussi un robot de biopsie prostate, un robot qui permet de faire la biopsie directement dans la TEP-IRM. Donc pour certains patients, la biopsie pourra être réalisée le même jour si c'est prévu à l'avance. On pourra aussi guider la radiothérapie pour que les radiothérapeutes puissent avoir un traitement sur le volume métabolique et non pas seulement sur le volume morphologique. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Donc on va demander à tous les intervenants de cette session de vouloir bien s'avancer ici pour répondre aux questions. Donc malheureusement, le docteur Franck Apine, qui devait faire une présentation sur la télépathologie, n'a pas pu se joindre à nous ce matin. Donc on va aller directement aux questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Moi, j'ai une question, bravo pour les topos. Sur l'ANAPAT, on vous demande de plus en plus de choses. Voilà, on sait que c'est difficile, on vous demande des biomarqueurs, on a besoin de guider nos traitements, on vous redemande encore de la biologie moléculaire à envoyer aux collègues. En pratique, on voit que votre spécialité arrive à un moment où sur le plan démographie médicale, les choses sont compliquées. On a des pistes sur la pathologie numérique, sur l'intelligence artificielle. Et moi, de mon point de vue, parfois, j'ai le sentiment que chacun a avancé un petit peu de son côté, malheureusement, et qu'il y a un plan peut-être national qui arrive pour essayer d'homogénéiser tout ça. Pour vous, c'est quoi l'avenir en fait de la pathologie numérique ? Est-ce que vraiment il va y avoir quelque chose de coordonné au niveau national, d'homogène, où on va pouvoir avoir, j'en sais rien, vraiment un seul interlocuteur pour un type de tumeur ? Ou est-ce que ça va encore être un petit peu hétérogène et que, notamment sur les outre-mer, est-ce qu'on va pouvoir s'amarrer à cette coordination ou on sera aussi à nouveau un petit peu en difficulté comme ça a pu l'être, tu le sais bien, Aude. Alors, merci Emeline. En fait, la pathologie numérique, il y a 2 problèmes en fait, qui vont se mettre en place. Il y a déjà, le premier, c'est l'équipement en fait. Donc, ce qui fait que chaque équipe avance un peu à différentes vitesses. Nous, au CHU, moi j'étais avant au CHU. Au CHU, on a pu avancer aussi rapidement parce qu'en fait, on était aussi un peu tout seul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu besoin de coordonner avec d'autres équipes. Donc, on a monté notre projet. Et pourquoi on n'a pas attendu ? En fait, il y avait un projet qui se montait au niveau national. Le problème, c'était le délai, en fait. Nous, on avait besoin rapidement que ça soit mis en place. Et en fait, il n'était pas encore totalement ficelé au niveau national. C'est pour ça que nous, on a fait le projet de nous-mêmes, de notre côté, sans attendre qu'au niveau national, ce soit fait. Et donc, ce sont des projets, il faut voir, ce sont des projets qui sont vraiment extrêmement lourds à monter, qui nécessitent la coordination de beaucoup de services en dehors de l'ANAPAT. C'est-à-dire que déjà, au niveau de l'ANAPAT, il faut que plein de choses soient structurées. Parce que comme ce sont des scanners qui sont, c'est très cadré en fait, donc il faut que tout le pré-analytique soit bien cadré. Donc ça, c'est déjà très long. Et après, il y a une grosse partie aussi informatique. Et ça, je dirais même, c'est quasiment à égalité avec le point de vue de l'ANAPAT, c'est-à-dire que l'informatique est extrêmement important à gérer et à anticiper quand on veut monter un projet de pathologie numérique, que ce soit au niveau structurel avec les câbles vraiment qui passent, ils doivent avoir des débits vraiment très importants, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes, les images en pathologie numérique ne font pas les mêmes poids que les images de radiologie, et donc c'est beaucoup plus compliqué, ce sont des images qui sont très lourdes, et donc il faut une grosse infrastructure informatique derrière. Donc ça aussi c'est un problème important. Et après, je pense que dans l'idéal, en effet,
c'est que tous les services d'ANAPAD puissent être coordonnés. Et donc, il faut qu'il y ait des compatibilités entre les différents systèmes de gestion. Ça, ils y travaillent de plus en plus, les fournisseurs. Et puis que les différents hôpitaux, les différentes structures soient équipées elles aussi. Et ça, c'est un peu long aussi. Il y a des problèmes de financement, ce sont des choses qui coûtent assez cher. On a pu bénéficier de financements européens pour monter ça sur le CHU. Mais ce sont des financements qui sont très importants à avoir. Donc, ce qui explique que, malheureusement, je pense qu'à terme, ce sera l'objectif, mais ça va mettre un peu de temps quand même. Deux commentaires et une question. En fait, je pense que Aude, tu as parfaitement résumé la situation. Par rapport aux justes interlocuteurs métropolitains, je pense qu'en fait, tout ne peut pas reposer sur une seule personne, parce que si elle est en congé, en fait, la vie va rester en plan. Je pense que ça va être des petits pools de 2-3 personnes qui vont pouvoir se relier, puis la personne la plus disponible, elle pourra répondre aux avis. Moi, j'avais une question pour le docteur Karim Farr. Donc, vous nous avez dit que vous avez installé donc, ce beau centre d'imagerie nucléaire au niveau de la Martinique. Donc, on a compris dans votre présentation qu'il y avait également de l'imagerie nucléaire en Guadeloupe, également à La Réunion. Qu'en est-il pour la Polynésie française? En fait, qu'est-ce qui explique? Parce que d'après ce que j'ai compris ce matin pour la présentation du docteur Honoré, il y avait des pires difficultés d'avoir de l'imagerie nucléaire en Polynésie française. Qu'est-ce qui explique cette disparité entre les DOM et les TOM, en fait? En fait, je pense pour l'imagerie nucléaire, quel que soit l'endroit éloigné de l'hexagone, la base, c'est le cyclotron. Tant qu'il n'y a pas le cyclotron installé, pour ne pas avoir les radiotraceurs, parce que c'est des radiotraceurs de demi-vie courte qui ne peuvent pas être importés. Donc en Polynésie française, s'il y a un cyclotron, il y aura un centre d'imagerie nucléaire derrière. S'il n'y a pas de cyclotron, ce n'est pas possible. Et c'est effectivement notre difficulté, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas de TEP fonctionnel, puisqu'on démarre là dans quelques semaines, mais en 2024, la Martinique a 25 ans de retard sur le TEP scan, parce qu'il n'y avait pas le cyclotron. Le cyclotron, ça ne coûte pas très cher, c'est dans les 3 millions, c'est pas celui qui coûte le plus cher parmi nos équipements. Par contre, il nécessite une armée de cerveaux pour le faire fonctionner derrière. C'est ça qui est complexe, c'est vraiment l'environnement de l'installation. Par rapport à la sécurité de la radioactivité, il est dans un bunker avec du béton, etc. Donc le bâtiment coûte très cher. Le cyclotron en lui-même, il ne coûte pas très cher. Mais après, son fonctionnement nécessite, nous, par exemple, pour faire fonctionner un cyclotron de cette taille, nous avons 5 radiopharmaciens, nous avons 9 préparateurs, 2 techniciens, des ingénieurs, enfin une vingtaine de personnes de ressources rares qui font fonctionner ce cyclotron-là. Question pour vous encore, professeur Fard. Vous nous avez montré les deux parcours. On comprend bien la pertinence du parcours moderne, récent. Est-ce que vous avez apprécié ça sur le plan économique, médico-économique? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que vous avez pu l'apprécier quantitativement? Justement, c'est ce qu'on compte bien étudier. Mais si vous prenez l'exemple simple d'un cancer du sein, qui ne nécessite pas un grand bilan d'extension, le petit cancer qui nécessite un scanner TAP et une scintigraphie osseuse avant le traitement, si vous remplacez le scanner et la scintigraphie, vous les éliminez et vous faites juste un TEP scan avec un scanner radiodiagnostique, ça coûte moins cher. Okay. Merci. Et juste deux commentaires pour le docteur Pop. J'étais particulièrement touché par votre récit, mais je pense que ça illustre vraiment, là je parle à tous les membres du bureau UCOM, la pertinence aussi d'avoir une réserve qu'a évoqué le docteur Viguier hier. Dans ces situations-là, on sent la fragilité des structures, des moyens qu'on met en place. Et effectivement, si on n'est pas en moyen de répondre, tout s'arrête, quoi. Potentiellement, les curithérapies en cours s'arrêtent, quoi. Donc ça, c'est pas acceptable. Donc, l'année 2020 a montré toutes les déficiences et les failles du système de santé calédonien. Et le fait, on est pratiquement un des territoires les plus éloignés par rapport à la métropole. Et ça aussi implique les difficultés de trouver des médecins qui sont disposés à venir remplacer ou même s'installer. Je n'ai pas accentué, mais en 2021, on a réussi à trouver un autre médecin
qui a fini son internat et qui était préparé aussi en curithérapie. Comme ça, actuellement, on est 2 médecins qui ont fait la curithérapie et donc on est un petit peu plus à l'aise. Si un part en congé, l'autre peut faire tout ce qui est nécessaire. Et juste un commentaire pour Mohamed par rapport aux essais cliniques. Je pense qu'on peut travailler, pour l'avoir fait à Rennes déjà, à la fois sur les essais académiques et aussi sur les essais industriels, sur une possibilité d'envisager les examens de surveillance hors métropole. Je pense que là, il y a une marge de négociation à laquelle il faut qu'on pense. Ça veut dire qu'on pourrait réduire la période de séjour en hexagone au strict nécessaire soin. Et se faire autoriser le suivi par scanner notamment. Il y a encore beaucoup d'essais aujourd'hui où le suivi se fait par scan sur le territoire d'origine en faisant des relectures centralisées, etc. Tout à fait, effectivement, c'est une très bonne remarque. Il faut savoir que ce n'était pas possible avant. Il y a un décret récemment, il y a quelques mois, une dizaine de mois, qui va introduire les essais décentralisés, et où on peut être centre annexe et garder le patient, même parfois, je l'espère, administrer la molécule et qu'on n'est pas obligé de passer par la lourdeur administrative d'ouvrir un centre investigateur. C'est important, mais peut-être un petit exemple qu'on a à La Réunion récemment. On parlait d'essais précoces, on a dit qu'il n'y a pas d'essais précoces en Outre-mer. Ce n'est pas totalement vrai. On a un essai thérapeutique précoce, phase 1, première chez l'homme, à La Réunion. C'était une première qui était faite pour une patiente très rapidement qui était atteinte d'un cancer hépatique, 2017. Plusieurs lignes thérapeutiques en métropole, chirurgie, tout ce qu'on peut imaginer. Échec sur échec, 7e ligne, et là c'était le désespoir. Un centre à Paris, un CLCC, pour ne pas le nommer, Gustave Roussy. Elle est incluse dans une phase précoce, première chez l'homme, on ne sait même pas si ça fonctionne ou pas. Ça fonctionne, réponse complète, presque guérison. 2 ans, sauf que, ce que je disais tout à l'heure, 2 ans, on est content d'être en vie, presque guéri, potentiellement, mais on est loin de chez soi. Elle décide de rentrer, de laisser tomber l'essai et de rentrer et de préférer vivre quelques mois chez elle vaut mieux que rester à côté de Gustave Roussy et son famille. Heureusement, avec l'aide de plusieurs partenaires, notamment Gustave Roussy, le promoteur, l'ANSM, le CPP et beaucoup d'efforts, on a ouvert cet essai thérapeutique que pour elle à La Réunion, et ça fait 1 an qu'elle est à La Réunion encore en réponse complète, très heureuse parce qu'elle est au sein de sa famille, elle a retrouvé son travail, ses enfants, et puis pour dire que c'est faisable. Ce n'est pas quelque chose d'impossible, mais c'est faisable. Il faut que les efforts et aussi les pouvoirs politiques nous aident à aller plus loin dans cette thématique. Oui, on va prendre les 2 dernières questions, sinon on va terminer trop en retard. Juste un commentaire concernant les essais cliniques industriels. En Guadeloupe, j'ai été confrontée à une situation où la personne, dans les essais industriels, les transferts sanitaires sont à la charge du patient qui se fait rembourser par les compagnies industrielles. Ça met un temps fou et les gens sont susceptibles d'arrêter en cours de route parce qu'ils ne veulent plus prendre en charge ou ne peuvent plus prendre en charge. Et il n'y a aucune disposition financière pour aider ces personnes. Tout à fait, je suis d'accord. Il y a plusieurs freins, notamment le frein financier, et le frein aussi socioculturel, parce qu'il y a un refus parfois, même si on n'a pas compris ce que c'est. Et parfois, dans certains territoires, le mot « essai », déjà, on dit « non, je reste ici, je ne vais pas aller essayer quelque chose qui ne fonctionne pas ». Il y a ce travail, effectivement, qu'il faudrait faire dans l'identification des freins et apporter des réponses à ces freins. Dernière question ou commentaire court. Merci. Alors, les 2 interlocuteurs précédents ont déjà parlé de ce que je voulais dire, c'est-à-dire les essais thérapeutiques, et penser que nos territoires sont un enrichissement puisque les essais thérapeutiques sont faits par rapport à nos réalités et par rapport à nos spécificités. Et ma question, est-ce que l'innovation va également servir à la prévention? Exemple. Est-ce que dans les consultations de prévention, qui sont d'ailleurs appelées, qui sont prévues dans le plan de la sécurité sociale,
Est-ce qu'on va, en Martinique par exemple, faire des investigations avec l'Institut caribéen pour 15 ans avant déceler la possibilité de développer une maladie, la maladie d'Alzheimer, un cancer, et à ce moment-là, mettre en place de la prévention avant le soin. Là, j'ai beaucoup entendu parler de soins, c'est normal, mais la prévention. Ma question, est-ce que l'innovation va se développer, essais thérapeutiques pour nos réalités démographiques, etc., et pour la prévention? Oui, bien sûr. Dans la mesure où ça rentre dans un protocole de recherche encadré, il n'y a aucun problème. Ces innovations peuvent participer, mais effectivement, il faut que ça soit rentré dans un protocole de recherche encadré par toutes les étapes officielles qui permettent donc d'encadrer la recherche scientifique, mais bien sûr, c'est tout à fait possible. Pour répondre clairement, il y a la possibilité de mettre des protocoles de recherche-action pour développer la prévention. Hier, on avait le plaisir et l'honneur d'avoir Dr Suzette Delaloge, qui était la directrice du programme Interception. C'est mesurer le risque et puis proposer une feuille de route pour la personne, pour réduire ce qui est modifiable, modifier ses comportements à risque, et puis avoir un suivi personnalisé pour détecter une maladie de façon très précoce et diminuer la lourdeur de la maladie. C'est Interception Gustave Roussy, ça va être à Lyon, et c'est un modèle exportable qu'on peut aussi, nous, se saisir de cette thématique et aller plus loin, proposer aussi une adaptation de ce programme pour nous. Mais ça passe d'abord, c'est ce que je l'ai dit peut-être 3 fois, par identifier les risques propres dans nos îles. Pas extrapoler de ce qu'on sait ailleurs. C'est important de travailler sur la recherche et identifier les risques modifiables et non modifiables et agir dessus. Et je complète en disant que je pense qu'Emeline serait d'accord avec moi. Emeline qui soutient l'idée des biopsies liquides. Je pense que les biopsies liquides en prévention secondaire, c'est quand même un petit peu l'avenir en France en général et dans le monde. Voilà, donc il faut pousser ça parce que c'est multicancer. C'est juste une prise de sang, entre guillemets, et ça peut, pour répondre à madame, mettre beaucoup d'innovation au service de la prévention. On termine... Juste pour compléter, Mohamed, pour les patients de Saint-Pierre-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barth et Wallis et Futuna, Interception est aussi ouvert à Rennes. Donc comme ça, Paris, Lyon, Rennes, les 3 centres impliqués fortement en Outre-mer auront Interception à proposer aux patients concernés. Oui, après c'est une question de financement parce qu'Interception vient de déposer au titre de l'article 51. Je ne sais pas trop ce que ça va donner en termes de pérennisation, mais au moins ça se déploie dans plusieurs CLCC en effet, dont des CLCC en lien avec l'outre-mer, donc c'est parfait. Je crois qu'il est temps de clôturer ce séminaire. On va, après une photo des modérateurs et des intervenants, je vais appeler Emeline Colomba, le docteur Emeline Colomba. Vas-y, hein, Domenico. Je vais appeler le docteur Emeline Colomba, présidente du groupe Unicancer Outre-mer. Et si vous êtes d'accord, après le topo de clôture d'Emeline, on fera une photo avec vous tous, avec les t-shirts que vous a remis Tanini. Tu me l'as pas soufflé ou tu me l'as soufflé? Je ne sais plus. On a eu une convergence de pensée. Alors. Donc, tous ceux qui sont d'accord pour remettre le très beau t-shirt que vous a remis Théanini, vous viendrez ici, on fera une photo, ce sera sympa. Merci. Merci Camille pour l'introduction. Merci pour les modérateurs et les orateurs de ce matin. Encore une très belle session. Donc j'ai prévu quelques slides pour le bilan. Je ne reviens pas sur tout ce qui s'est dit en fait pendant la présentation. Je pense qu'on a tous savouré un peu ce moment. On a senti qu'il s'est passé quelque chose. Et je trouve que c'est très beau parce que quelque part on vit un peu un moment historique. On avait l'impression que vraiment... au cours de ces 2 journées, c'est comme si enfin il y avait une vraie réalité
qui avait été vraiment considéré, rassemblé, capitalisé, et que tous les efforts, tous les intervenants s'étaient retrouvés pour discuter de ces difficultés et se sentir moins seuls. Et je pense que maintenant, en créant cette énergie, on va pouvoir avancer pour en effet surmonter ces difficultés et ces inégalités territoriales qui sont de toute façon injustes pour nos patients ultramarins avec cancer. On veut vraiment faire mieux, on veut que les équipes locales aussi se sentent moins seules et les mêmes moyens et soient soutenues notamment par une coordination un petit peu nationale. Et pour UCOM, c'est déjà un vrai succès. C'est vraiment, encore une fois, c'est un groupe qui est soutenu par Unicancer, mais il faut rappeler que c'est vraiment des initiatives de personnes de terrain qui aiment les Outre-mer profondément, qui y sont impliquées, qui s'y sont investies parfois en plus de leur activité clinique, voilà, avec des horaires décalés, des avis donnés le dimanche, à être vraiment un interlocuteur pour les collègues en difficulté et pour pouvoir être réactif pour les malades. On est aujourd'hui un jeune groupe, mais complètement ouvert. On rappelle que c'est un groupe de personnel de terrain sur les Outre-mer et de France hexagonale, vraiment avec pluridisciplinaire, transversal, qui embrasse tous les territoires ultramarins et qui se veut aussi transpartisan au-delà des CLCC, des CHU, des CH, des GHT. Voilà. On travaille par groupe thématique. C'est vraiment la déclinaison opérationnelle en fait du groupe UCOM. Et l'idée, c'est de, par territoire, sonder les besoins, les priorités et repenser, comme on l'a dit, des dispositifs ou des innovations ou des équipements qui vont être vraiment adaptés au territoire et adaptés surtout aux besoins de la population. On veut clairement co-construire, et ça c'est vraiment sincère, avec les patients, qui soient avec nous dès le début. On l'a vu pendant le séminaire, et merci Alexandra, on aura le réflexe patient. Je pense que sur certains dispositifs, peut-être qu'on a été un petit peu en retard, mais maintenant on a besoin de penser en amont les choses avec les patients pour que ce soit adapté, pour que ça aboutisse et pour que très clairement ça ait aussi du sens. L'objectif, c'est également de valoriser ce qui est fait par les... Il y a un savoir-faire dans les Outre-mer. On revient en tout cas sur les échanges qu'on a eu aujourd'hui, le niveau scientifique, l'ingéniosité, les difficultés, la résilience des équipes qui mettent en place des dispositifs efficaces pour les malades et inventifs. On aimerait vraiment valoriser ces dispositifs, valoriser les travaux aussi qui sont faits. On a parlé de la recherche clinique, on voit qu'il y a mieux à faire, mais il y a des travaux incroyables qui sont faits sur la recherche épidémiologique, sur les sciences humaines et sociales. Et l'idée, c'est de partager aussi ces dispositifs efficients parce qu'on a des besoins qui sont hétérogènes, mais on a clairement des problématiques qui se superposent, même si on est parfois très éloigné sur le plan géographique. Et donc voilà, et ce séminaire, clairement, un succès au-delà de nos espérances, et on va le voir très vite. Donc je rappelle le bureau, vous avez pu voir les visages des collègues très, très impliqués. Et je vois que ce n'est pas ma dernière présentation parce que j'avais prévu de changer la photo d'un de mes collègues. Je m'étais engagée à le faire et ce n'est pas fait. Donc c'est version finale en fait, monsieur. Ce n'est pas... Non mais il y a des slides qui ne sont pas les mêmes. Excusez-moi, c'est version finale, le 22. Donc je vais le refaire a cappella. Je connais mes slides. Donc le bureau actuel, avec tous mes collègues que vous avez vus, du CLB, du Centre Eugène Marquis, de Gustave Roussy, de La Réunion, et Camille Baron d'Unicancer qui nous soutient depuis le début. L'idée de ce bureau, c'est vraiment d'être ouvert. On aura d'ailleurs des élections l'année prochaine. On a besoin de force, on a besoin de gens engagés. Merci infiniment. On a besoin de gens engagés avec nous. C'est mieux ou c'est pas? Vous pouvez voter la première, la deuxième? Ouais, les deux sont bien. Donc, prochaine élection en 2024. Et n'hésitez pas, pour ceux qui ont envie de s'investir dans le groupe, c'est encore ouvert. On a vraiment envie d'avoir des gens énergiques avec nous, dynamiques. Donc, un premier bilan sur le plan déjà des collaborations sur la recherche notamment, voilà. Des collaborations académiques. On a pu déjà, avec le groupe et aussi en amont, stimuler des groupes académiques pour ouvrir des essais en Outre-mer, ce qui n'avait jamais été fait, notamment à la Martinique, par exemple, ou à La Réunion. On souhaite également continuer à être un soutien pour les équipes, à être un lobbying aussi pour alléger les réglementaires, favoriser tous les dispositifs pour limiter les surcoûts et rediscuter, et notamment d'avoir des financements dédiés, comme on en a discuté au cours du séminaire.
Sur le plan soins courants, on souhaite vraiment, Marc a parlé de réserve sanitaire, on est en train vraiment de réfléchir, de travailler une espèce de groupe qui partagerait du temps médical avec des gens qui ont envie de partir et vraiment centraliser un peu les besoins en ressources humaines et mettre en face des gens qui ont envie de venir pour un temps court, que ce soit 2, 3 semaines, 1 mois, 6 mois plus, en s'adaptant bien sûr aux contraintes de la loi RIST et peut-être avec une centralisation via le groupe. On va réfléchir à ça et ce sera une des propositions qu'on fera. On a déjà une offre déployée de télédiagnostic et de téléexpertise avec certains centres. On a vu le CLB, le Centre Eugène Marquier et Gustave Roussy. On souhaite soutenir ces dispositifs. Comme l'a dit Charles, on est parti initialement avec des financements zéro. Donc on a compté sur le temps des secrétaires en plus, des médecins. On a investi sur des dispositifs coûteux informatiques pour faire ces télé-RCP. Maintenant, on a besoin de soutien financier. On a aussi discuté de projets de pathologie numérique avec Aude. On a discuté, on a fait tout un travail avec Gustave Roussy pour avoir une solution pour les tumeurs, notamment gynécologiques, et on avait bien avancé sur ce projet-là. Et l'idée aussi, c'est bien sûr d'aller optimiser les parcours de soins en partageant des dispositifs efficients. Sur la formation, on en a discuté. On veut vraiment avoir des formations dédiées outre-mer, notamment une formation d'IPA outre-mer avec ces métiers d'avenir qui vont être très soutenants pour les équipes RH parce qu'on l'a dit, il y a un turnover médical important pour certaines raisons. Et en général, les soignants et les infirmiers restent sur ces territoires, connaissent très bien les territoires, sont vraiment des interlocuteurs, des interlocutrices privilégiées avec les patients et nous aident beaucoup au quotidien. L'idée aussi, c'est de pouvoir envisager des formations dédiées, mais aussi en distanciel, d'encourager tout ce qui peut être fait en distanciel, mais aussi certaines rencontres en présentiel, de faciliter l'accès au DU. Au DIU, nous, on l'a fait avec Gustave aussi sur nos partenaires ultramarins. On a fait des coûts réduits, on a facilité le distanciel pour certaines formations diplômantes de l'École nationale du cancer, Paris-Saclay. Et après, de favoriser aussi tous ces postes partagés, d'assistanat partagé, et de faire dès le début un compagnonnage avec des internes, des médecins qui ont envie de s'impliquer sur des territoires un peu en difficulté, porter des projets, les faire venir de façon favorisée en interchu, puis après de développer des postes d'assistanat partagé pour qu'ils ramènent une expertise dans le territoire et qu'ils y restent. Voilà. Donc pour revenir au volet soins courants, on a gagné encore en innovation et en proposition après ce séminaire. On a vu qu'avec différentes agences, notamment l'ANAP, on pouvait rediscuter de certaines tarifications à l'acte pour optimiser notamment la prévention, de repenser le aller vers en utilisant des data, le marketing social et une vraie proposition de travailler du coup avec l'ANAP sur ces thématiques. Sur l'agence nationale, l'agence numérique du numérique en santé, très clairement, on nous a redit qu'ils étaient à disposition, ils ont besoin de terrain, d'expérimentation pour tester des outils digitaux et on sera présent et dans les groupes thématiques, on sollicitera l'ANS de façon particulière. On veut avancer sur le soin aussi avec les patients partenaires, comme on l'a dit, avoir le réflexe patient. Et après, on va pousser aussi pour repenser une coordination parce qu'on sait très bien qu'en Outre-mer, parfois, des équipes nous disent que les directeurs d'hôpitaux, les ARS, impose les ratios de métropole sur le temps infirmière. On vous dit, l'oncologue, on lui dit, tu as déjà 2 infirmières de coordination, c'est pareil qu'en métropole. Non, en Outre-mer, on a besoin de plus de temps de coordination parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les transferts sanitaires, parfois, ils sont assurés par des secrétaires qui font déjà beaucoup de choses ou par des médecins qui passent beaucoup de temps. Et repenser un temps de coordination adapté aux Outre-mer, ça peut être aussi une idée qu'on va essayer de pousser. D'autres choses qui vont nous aider aussi dans ces coordinations et dans mieux expliquer les projets aux malades, ça peut être cette idée de médiateur culturel qui avait été partagée avec nos collègues réunionnais ou guyanais. Et après, pour optimiser aussi le parcours et pour ces patients qui vont être obligés de partir, pousser aussi cette idée de conciergerie qu'avait proposée notamment le docteur Viguier. Sur la recherche, je l'ai déjà dit, on va vraiment essayer de soutenir les centres pour ouvrir des essais académiques, mais aussi des essais industriels. Sur le surcoût, on a eu des solutions concrètes qui ont été proposées, notamment par M. Cotellon, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui nous a redit que les ARS avaient des budgets qui pouvaient flécher sur la recherche, sur l'oncologie, et à La Réunion, il l'a fait. Et ça, c'est vraiment très important et il va porter cette voix un peu aux autres des ARS Outre-mer. Et nous, on saura vers qui se tourner quand on a un projet, on a une idée pour avoir des financements dédiés pour certains travaux, mais vraiment propres à l'île, notamment.
Et sur la formation, ce qu'on a vu au-delà des idées qu'on avait avec le groupe de formation un peu dédié, ce qu'a encouragé aussi monsieur le député, c'est cette idée de finalement réduire les inégalités aussi pour ces professionnels, en peut-être modifiant les congés de formation, mais aussi en valorisant les compétences locales et en favorisant les facultés de plein exercice, les centres universitaires dans les territoires ultramarins, pour que le maximum de personnes puissent être formées aussi à proximité de son lieu d'exercice. Et quand même, on a eu l'annonce qui n'était pas prévue, c'était assez incroyable, et c'est pour ça que je dis qu'on a vécu vraiment un moment historique avec Madame la Ministre qui nous a fait l'honneur de venir et de nous annoncer que ce qui était carrément prévu, c'était une feuille de route pour décliner la stratégie décennale de l'INCa dans chaque territoire ultramarin, avec clairement un calendrier très proche, un J0 le 6 décembre. Donc ça, c'est vraiment aussi, je pense... c'est vraiment l'idée qu'il y a une prise de conscience très particulière. Je pense qu'il y a un avant et il y a un après aujourd'hui, et c'était vraiment chouette de participer à ce séminaire. Pour les perspectives, donc, je rappelle, on fonctionne par groupe de travail par thématique, mais aussi par plénière trimestrielle en visio. Normalement, j'ai une slide sur les différents groupes, mais je pense qu'elle est peut-être après. Donc on se rencontre en vie virtuelle, en présentiel. On va continuer de développer des outils de télémédecine, notamment avec l'ANS ou avec la NAP, co-construire avec les patients, voilà, homogénéiser l'accès à l'innovation. On voit que c'est très disparate entre les territoires. Il y a vraiment des territoires où il n'y a pas grand-chose et d'autres qui sont très avancés, très proches de l'offre de soins en France hexagonale. On a ce projet de réflexion sur l'attractivité médicale locale et les leviers. On veut vraiment être un soutien politique aussi des équipes au niveau local et au niveau national. C'est pas un gros mot, c'est vrai que parfois les cliniciens nous disent voilà, j'ai déjà beaucoup de travail, j'ai la tête dans le guidon avec les patients et pourtant, voilà, on me retire une infirmière de coordination, on ne m'aide pas sur ce parcours-là. Et en fait, on se rend compte que beaucoup de dispositifs ont été portés par des gens avec une vocation et une dévotion extrême, mais clairement ce modèle-là, il s'épuise, on l'a vu avec le témoignage du Dr Pop, ça ne peut plus durer, il faut des équipes solides, des équipes qu'on écoute, et des équipes qu'on soutient. Et nous, on veut vraiment être un soutien pour tous nos collègues en Outre-mer qui font beaucoup pour les patients. L'idée, c'est aussi du coup de devenir un peu l'interlocuteur privilégié pour les tutelles comme force de proposition, on l'a vu là pendant le séminaire, adapté au terrain et concerté vraiment avec les acteurs de terrain. On comprend pourquoi nos collègues ultramarins en ont un petit peu marre, voilà, des choses qui viennent de gens un peu éloignés qui ne comprennent pas leur réalité. On veut vraiment co-construire avec eux et qu'on s'accorde bien sûr sur les priorités. Et donc, on vous donnera rendez-vous au prochain séminaire UCOM en 2025 pour à nouveau discuter de ces dispositifs efficients, du partage d'expériences et des projets de collaboration de recherche. Un objectif en conclusion, parler d'une seule voix pour l'oncologie en Outre-mer, patients, professionnels de santé, administration, politique, tutelle. Et on vous donne rendez-vous l'année prochaine. Vous savez, c'est Oncotom tous les 2 ans, c'est le congrès de la cancérologie Outre-mer des réseaux. Et l'année prochaine, ça a lieu en Martinique. Ça fait 10 ans que ça n'a pas lieu en Martinique. On a bien travaillé sur le programme. On a un très beau programme avec le docteur Jean Laurent, là, qui est dans le comité de pilotage avec moi. On va parler d'une oncologie moderne adaptée aux populations ultramarines. Et on a vraiment des orateurs de talent qui viendront nous faire aussi des très belles présentations. Et au cours d'Oncotom, on aura une session UCOM où on pourra se retrouver, parler d'un bilan là, dans 1 an, ce qu'on a fait, ce qu'on a pu obtenir, ce qu'on a pu partager et se retrouver tous ensemble du coup en Martinique. Vous verrez, c'est une très belle île pour ceux qui ne connaissent pas, en novembre 2024. Donc je tiens à remercier tout d'abord Katia Eilinger, on peut l'applaudir, c'est grâce à elle. C'est vraiment grâce à elle. C'est grâce à elle si le séminaire, on ne voit pas que le séminaire c'est un séminaire à petit budget, c'est vraiment grâce à elle, elle a tout fait, mieux qu'une agence. Et puis merci bien sûr à tout le comité organisateur, franchement on a bossé, on est arrivé rincés, on va se coucher je pense pendant 1 semaine, la semaine prochaine, tous dans notre lit. Merci à tous les orateurs, il y en a certains qui sont venus de très loin, les modérateurs, voilà, les agences de santé, les administrateurs et surtout les patients, vous êtes venus, vous êtes tous là. Un bel événement et bien sûr nos collègues industriels aussi qui nous ont soutenus, qui nous soutiennent énormément en Outre-mer. Merci à tous et je vous dis à l'année prochaine du coup en Martinique.
tous venir pour la photo. Merci à ceux qui se sont connectés. J'espère que le séminaire vous a plu. À dans 2 ans pour un prochain séminaire UCOM. Au revoir à ceux qui se sont connectés.